Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Pierre Guigourez, un des cofondateurs d'Exclusible. On est une marketplace Web3 pour les NFT et les activations Metaverse et on travaille en particulier avec des marques du secteur du luxe ou de l'affluent lifestyle. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu deux différents enseignements qui viennent de deux facettes de ma personne. Une facette de professionnel. Je travaille avec les marques tous les jours sur leurs problématiques Web3. Je pense qu'il y a pas mal d'enseignements qu'on a pu retirer avec notre équipe depuis 9 mois sur comment est-ce qu'on fait quand on est une marque, qu'on veut rentrer dans le Web3, comment est-ce qu'on s'y prend, c'est quoi les do's and don'ts. Donc voilà, c'est un peu ces éléments-là que j'aimerais vous partager. Puis aussi, en fait, j'aime bien parler des sujets qui me passionnent. Le Web3, ça me passionne. En tant que collectionneur de NFT, ce qui est une des caractéristiques d'ailleurs de tous les membres de l'équipe d'Exclusible. Donc j'ai une appréciation particulière pour certains projets, certains mécanismes qui marchent bien, certaines façons de faire. Donc je vais essayer aussi de vous transmettre un petit peu tout ça, voilà, pour vous amener un petit peu à étendre peut-être votre compréhension des sujets Web3 ou en tout cas votre appréciation de la façon de prendre ce sujet qui est extrêmement vaste. En général, on commence par les définitions. Comme j'arrive le vendredi en fin de journée, je pense qu'on vous a déjà défini 50 fois ce que c'est un NFT et ce que c'est le Metaverse et ce que c'est le Web3. Néanmoins, je pense que c'est des notions qui sont tellement protéiformes, tellement immatures, qu'en fait, la définition varie un petit peu d'une personne à l'autre. Et je pense que ce n'est pas inutile de passer quand même quelques petites minutes à discuter de ce sujet. Vous avez ici des screenshots sur la gauche que j'ai pris sur le site OpenSea, qui est la principale marketplace du NFT. Donc c'est vraiment ce que les gens achètent et revendent tous les jours sur cette marketplace. Donc c'est la représentation de NFT, avec des prix différents, des valeurs différentes, des communautés différentes. Et comme vous le voyez, c'est très varié. Ce que je veux que vous reteniez, c'est l'hétérogénéité et la versatilité du médium NFT, de la technologie NFT. On peut faire vraiment énormément de choses avec. On peut très vite tomber dans des discours très réducteurs lorsqu'on dit qu'un NFT, c'est juste un CryptoPunk ou c'est juste, voilà, c'est juste un terrain dans Sandbox, par exemple. Ça peut être énormément de choses. Vous voyez là, par exemple, en haut à gauche, vous avez un CryptoPunk. C'est une collection d'avatars. En 2D, extrêmement basique, c'est du pixel. Juste à côté, vous avez un CyberKongz VX, qui est un avatar déjà prêt pour du Metaverse. Donc c'est un objet 3D qui peut se retrouver dans les Metaverse. C'est une autre définition. En bas à gauche, vous avez ce qui s'appelle un archetype. C'est un exemplaire d'une collection de 700 œuvres d'art génératif qui ont été faites par un artiste norvégien qui s'appelle Kjetil Golid sur la plateforme Artblocks. Il y en a 700, tous différents. C'est une œuvre d'art. Elle n'a pas d'utilité particulière, elle n'a pas de vocation à aller dans le Metaverse. C'est juste un objet d'art unique qui a de la valeur pour des collectionneurs. En haut à droite, vous avez des petits carrés verts de toutes les couleurs, des petits logos. Ça, c'est un titre de propriété sur Sandbox. La personne qui a ça dans son wallet sur OpenSea, elle possède le petit point rouge. C'est un titre de propriété, ça peut s'échanger. Au milieu en bas, c'est un petit écran noir, vous voyez, avec des choses écrites dessus, Warbelt, Silk Gloves, Silver Ring, Robe, Ancient Elm. Ça, c'est la version la plus basique peut-être possible de la définition d'un NFT. Ça vient d'une collection qui s'appelle Loot, qui a fait beaucoup parler d'elle c'était quand ? C'était en septembre ou octobre dernier. C'est juste de la métadonnée, en fait. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'asset graphique. C'est juste une liste d'informations qui sont incrustées dans la blockchain. Et l'intérêt de ce NFT, c'est que d'autres projets vont pouvoir aller lui parler et composer des choses avec ce loot. Donc par exemple, il y a des projets qui sont montés avec des cartes, avec des quêtes, avec tout ce qu'on trouve typiquement dans un Donjon Dragon par exemple, qui vont faire appel à ce qui se trouve dans ce NFT. Donc c'est un moteur de composabilité. C'est encore une autre utilisation des NFT. Bref, je pourrais vous en parler des heures. Vous voyez bien que l'idée, c'est que c'est super versatile, qu'on peut faire plein de choses avec. Donc tant mieux, ça nous ouvre un champ des possibles absolument dingue avec les marques. Et c'est différent de la notion de Metaverse. Finalement, le NFT, ça va être un objet et qui peut se suffire à lui-même, ça peut être un objet de collection, ou bien ça peut être un objet qui a un sens au sein d'un univers plus large, comme un Metaverse. Là, vous en avez 3 ici, Sandbox, Decentraland, Spatial, 3 Metaverse plutôt Web3, dans lesquels les NFT ont une utilité. On peut les incruster, on peut les montrer dans son appartement, ils peuvent donner accès à des lands particuliers. Donc voilà, c'est le NFT est l'objet, le Metaverse c'est l'expérience, mais ce n'est pas vrai pour tous les NFT, c'est vrai que pour certains. Et enfin, ici, vous avez une autre définition pour moi des NFT qui sont des Metaverses, Roblox, Discord, Fortnite,
pas de lien avec le Web 3 a priori, c'est plutôt des technologies Web 2, mais où on va quand même réussir à incruster des usages plus ou moins Web 3. Par exemple, ici, vous avez un autre type de propriété qui correspond au seed d'un monde sur Minecraft. Minecraft, c'est du Web 2, mais ça, c'est un titre propriété Web 3. Donc, on peut arriver à créer des ponts. Donc, vraiment, tout ça pour vous dire, on peut faire vraiment énormément de choses avec. Et c'est un petit peu à travers tout ce bruit et cette complexité que je voudrais arriver à naviguer un petit peu avec vous cet après-midi. Quand je discute avec des marques, souvent, la première question, si elle n'est pas posée de manière directe, c'est souvent de manière indirecte, c'est à quel point ce truc-là, c'est vraiment que de la hype ou il y a vraiment quelque chose de vraiment tangible et c'est vraiment un phénomène de fond. Donc je voulais partager quelques données, quelques stats. Et je ne vais pas vous montrer des prix. Je pourrais vous montrer, par exemple, le prix des tokens Sandbox qui a explosé ou des tokens autres. Parce qu'on sait qu'il y a une bulle, on sait qu'il y a de la spéculation, on sait qu'il y a des traders qui sont à l'œuvre sur des sujets métaverse, et ce n'est pas forcément des bons indicateurs. Là, je vous montre plutôt le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur OpenSea. Vous voyez, on est fait en gros un x40 en une année, depuis début 2021. Donc ça, c'est une démonstration quand même qu'il y a vraiment des gens qui utilisent ces plateformes, il y a vraiment des gens pour qui les NFT ont une importance et qui cherchent à se les échanger et à les collectionner. Une autre dimension, ça va être Decentraland. Pareil, là, je ne vous ai pas montré le prix du token Mana, qui est peut-être encore plus parabolique en termes de performance, mais c'est potentiellement misleading. Il vaut mieux regarder l'usage réel. Et là, on est aussi sur une notion d'usage. On est quasiment à un demi-million de personnes actives mensuellement sur Decentraland. Donc, il se passe quand même des choses. Les gens sont dessus. Et les marques, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompées. On a vu exploser le nombre de projets portés par des marques nées du monde réel, pas des marques du Web 3. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, hein, mais dans plein de domaines, et notamment en particulier dans le domaine du luxe, aussi dans le domaine voilà, de la mode, du sportswear en particulier, avec l'acquisition de artefacts par Nike ou des choses comme ça qui ont fait vraiment beaucoup parler d'elle. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose et c'est important de comprendre quoi. Et de comprendre quels sont les leviers ou les moteurs d'engagement qu'une marque doit avoir à l'esprit lorsqu'elle va se lancer dans un projet Web 3. On en a identifié chez Exclusible 4 grands chapitres. Identité communauté, statut et flex, le direct to avatar, et enfin tout ce qui relève des activations métaverse. Identité et communauté. Encore un screenshot d'OpenSea, je ne me suis pas foulé. Ça, c'est une collection qui s'appelle les Cool Cats, que j'adore. C'est 10 000 avatars, tous dessinés par un dessinateur américain qui s'appelle Clonecast. Ils sont tous à la fois très similaires et tous complètement différents. Ils sont tous uniques, ils ont une combinaison unique d'attributs. Voilà, ça va être le chapeau, ça va être le sourire, ça va être les vêtements. Mais ils ont tous évidemment un style homogène. Ils ont la patte de l'artiste qui fait qu'on reconnaît instantanément un Cool Cat lorsqu'on en voit un, lorsque quelqu'un le met comme avatar par exemple sur Twitter ou sur Discord. Et finalement, cette combinaison des deux, je pense, illustre très très bien pourquoi le format Profile Picture ou Avatar, c'est le format qui a jusqu'ici toujours le mieux marché dans les NFT. Les collections historiques, c'est les avatars, c'est les CryptoPunk, c'est les Bored Ape, c'est voilà, les Cool Cats. Ça a toujours très bien marché parce que ça répond à deux moteurs perso, deux moteurs humains super forts. Celui de l'affirmation de son identité, parce qu'on est unique au sein de ces collections. Il n'y a pas deux Cool Cats identiques, il n'y a pas deux punks identiques. Et en même temps, l'appartenance à une communauté, puisqu'on fait partie de cet ensemble homogène qu'est la communauté des Cool Cats, la communauté des punks, etc. Et ça va prendre plusieurs formes. Ça va prendre des formes d'utilité. Par exemple, si on se connecte sur le Discord des Cool Cats, voilà, on a des chans, on peut discuter avec des gens. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on possède un Cool Cat, on peut s'identifier à l'entrée du Discord et avoir accès à des chans qui sont uniquement pour les propriétaires. Et bien évidemment, c'est un sentiment particulier d'exclusivité. Si on est un Bored Ape, bah, ça veut dire que techniquement, on peut se retrouver dans le même channel Discord que Neymar et avoir une discussion avec lui, techniquement. Donc, il y a ce sentiment voilà, de communauté et d'identité qui est très très fort dans la façon dont sont construits les NFT et les usages sociaux qui sont construits autour. Et c'est donc évidemment quelque chose qui est à avoir à l'esprit lorsqu'une marque lance un NFT. Si une marque lance un NFT sans penser du tout à la notion de communauté, en se disant je vais le mettre sur mon site, on verra si ça se vend ou pas. Bon, en fait, dans les faits, ça risque de ne pas se vendre. Il faut absolument avoir à l'esprit des mécanismes qui vont créer cette
qui vont générer cette impression d'appartenir à une communauté. Que ce soit dans la direction artistique, que ce soit dans les mécanismes de minting, dans les mécanismes de distribution, dans la façon dont la communauté est ensuite entretenue et cultivée, c'est des choses qui ne sont pas du tout à laisser au hasard. Ici, je vous ai montré un Bored Ape et une Patek Philippe, qui pour moi sont la même chose aujourd'hui. Dans les deux cas, on a un objet qui reflète un statut pour son propriétaire. Quelqu'un qui, au restaurant, voilà, a une Patek en évidence, ça renvoie une information sur cette personne. De même qu'une personne qui choisit de mettre un Bored Ape en profile picture sur Twitter et de le vérifier avec le petit hexagone, c'est-à-dire qu'il le possède vraiment, bon, ce n'est pas un acte qu'on fait par hasard. Ça veut dire qu'on souhaite quand même renvoyer cette information. On est dans la logique de statut, la logique de flex. Les prix d'ailleurs entre ces deux sont assez similaires aujourd'hui. Un Bored Ape, c'est assez cher. Donc c'est un moteur qui est extrêmement fort aussi dans la décision d'acquérir ou de collectionner certains NFT. Et il faut avoir à l'esprit, ça marche pas forcément, ça ne s'applique pas forcément à toutes les marques, mais c'est quelque chose de très puissant. Le direct to avatar, c'est quelque chose qui moi m'intéresse énormément parce que je pense que c'est une avenue géniale pour les marques qui n'est pas encore assez exploitée, qui s'appuie sur ce que j'ai dit avant. Les personnes choisissent de mettre un Bored Ape en profile picture. C'est une information super importante sur leur identité et comment est-ce qu'elles veulent renvoyer cette identité au monde qui les entoure. Apporter de la valeur à ce Bored Ape, quand on est une marque, finalement, c'est une façon de se rapprocher de ces personnes-là et du coup de pouvoir sélectionner précisément à quelle communauté on veut parler. Là, je vous donne un exemple, par exemple. C'est à gauche des extraits de la collection Non-Fungible People qui a été faite par Tafi, Daz 3D. Et on a collaboré avec eux pour une collection de montres qu'on a lancée. Vous voyez ici à droite avec Louis Moinet, un horloger suisse. Les personnes qui possèdent à la fois un Non-Fungible People et une montre Louis Moinet pourront merger, fusionner les deux NFT pour que leur avatar display la montre. Donc c'est l'utilité qu'on a créée pour ces holders. C'est une façon de rapprocher la communauté. C'est une façon de renvoyer de l'utilité aussi à la collection de montres qu'on a lancée. C'est aussi une façon de reconnaître le fait que pour certains membres de cette communauté, cet avatar a énormément de valeur et renvoie qui est leur personnalité. Donc on parle à quelque chose de très profond chez ces personnes. Et enfin la partie Metaverse, qui aujourd'hui est complètement en train d'exploser, mais prend des formes extrêmement différentes et c'est parfois très compliqué de comprendre de quoi on parle. On a à la fois des activations persistantes, où on va décider de créer un univers dans le dur, on va acheter une parcelle dans un monde, on va créer des buildings, on va créer des jeux à l'intérieur, on va créer des événements par-dessus. C'est une façon d'aborder le sujet. On va être parfois aussi sur des logiques beaucoup plus temporelles, où on va organiser des soirées, des défilés, des lancements de produits, des expositions, des vernissages auprès de la population. Voilà, ces fameux 500 000 utilisateurs mensuels de Decentraland. Pour Sandbox, il y en a un petit peu moins. Voilà, à gauche, par exemple, en haut, c'est une soirée qu'on a organisée pour le lancement de notre dernière collection. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place. On peut toucher une audience particulière, on peut utiliser là aussi le NFT au sein des expériences. Vous voyez par exemple que les personnes portent des skins dans Decentraland. Tous les skins de Decentraland sont des NFT. Donc on ne peut pas juste aller au début, à l'entrée du jeu, sélectionner la tête de son avatar. On peut le faire, mais on ne peut pas obtenir tous les skins qu'on souhaite. Donc on crée des ponts intéressants quand même dès lors qu'on lance des NFT à côté. Puis une autre définition qui n'a rien à voir, à droite vous avez un screenshot que j'ai pris d'un filtre Snap qui a été fait par Artefact, un studio notamment en partie français, qui a fait la fameuse collection Clone X. Et eux ont utilisé vraiment le layer comme un vecteur d'imagination incroyable pour faire rêver les gens. Et c'est une définition pour moi aussi du Metaverse. C'est une définition d'une activation qui n'a pas forcément de lien Web3 direct. On ne peut pas acheter encore sur Snap des skins. Dans le futur, je suis certain que c'est quelque chose qui sera mis en place par la plateforme. Ça a beaucoup trop de sens pour ne pas être exploité. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est une autre façon de travailler des activations Metaverse. Et peut-être pour vous terminer sur ce sujet, je voulais vous laisser avec l'exemple de Snoop Dogg, qui pour moi a vraiment placé, a créé le blueprint des activations Metaverse.
avec un projet sur Sandbox qu'il a lancé il y a quelques mois, où on pouvait acheter des passes qui donnent accès à sa propriété lorsqu'elle sera ouverte au public, où il y aura des soirées, des concerts, des pool parties. On peut acheter une voiture, on peut acheter des avatars de Snoop, on peut habiter à côté de chez lui. C'est donc vraiment une galaxie d'activation et de manière d'engager sa communauté qu'il a créée et qui aujourd'hui est vraiment voilà, le blueprint, disons, des projets Metaverse. Donc voilà, vous avez compris, très hétérogène, très très versatile. On peut faire énormément de choses avec. Je pourrais passer des heures à vous parler de tous ces types de projets qu'on travaille avec les marques chez Exclusible. Il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, par exemple toute la partie loyalty, où les NFT n'ont pas forcément besoin d'être quelque chose qu'on vend. Ça peut être quelque chose qu'on donne, mais à certaines personnes en particulier, pour marquer une forme de relation particulière, une forme d'étroitesse de cette relation, ou de marque de loyauté qu'on a entre un client et une marque. Ça, c'est quelque chose qui va certainement constituer le CRM de demain, en tout cas l'extension du CRM. On peut faire du drive to store, on peut jouer sur tous les éléments de gamification, on peut faire bien sûr des collabs entre des marques qui sont nées dans le Web 3 et des marques qui sont nées dans le Web 2. Adidas, par exemple, c'est une très bonne illustration. Ils ont fait leur lancement il y a quelques mois en s'alliant à des communautés qui existaient déjà, notamment avec Punk Comics ou avec un gros influenceur qui s'appelle G-Money. Ils ont mergé leur IP pour en faire à la fois des objets physiques et des objets wearable. Une bonne façon d'entrer dans le sujet sans être trop top-down finalement, en respectant le fait que le Web3 s'est suffisamment consolidé aujourd'hui pour créer ses propres sous-cultures qu'il faut respecter et valoriser. Le brand DAO en bas à gauche, ça j'aime beaucoup aussi, on est en train de le travailler en ce moment avec Louis Moinet pour permettre aux possesseurs de NFT d'avoir un droit de vote sur des décisions de design qui vont être prises pour la création de futures montres, de ces futures collections. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire. L'important, c'est toujours de se ramener aux objectifs de la marque. Est-ce qu'on est sur une logique de générer des revenus, d'augmenter la brand awareness? Est-ce qu'on est sur une logique de créer une communauté et d'aller toucher en particulier une nouvelle audience? Aujourd'hui, on est sur une démographie particulière avec les NFT. Ça va évoluer, mais aujourd'hui, on est plutôt sur des Gen Z, Gen Y, plutôt US et Europe, plutôt masculin. Donc c'est une démographie particulière, c'est les futurs acheteurs du luxe de demain. Donc c'est un intérêt pour les marques d'aller explorer cet univers et d'aller créer un point d'accroche avec ces audiences-là. Je sais que la question des economics revient aussi très souvent, donc je voulais vous en parler un tout petit peu. Je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai pu faire ce slide sur lequel vous avez vu autant de logos à la fois, honnêtement, je me suis moi-même surpris en identifiant toutes les marques. J'avais pas réalisé en fait en bossant le sujet depuis 9 mois à quel point les marques s'étaient depuis complètement emparées du sujet. Je pense qu'une des raisons pour laquelle elles ont pu le faire, c'est que certes, on est encore aujourd'hui dans l'exploration et dans l'innovation, mais on peut le faire avec un investissement qui est très contrôlé, puisqu'en fait, on peut aujourd'hui avoir un ROI positif dès le premier drop, dès la première collection. Ce qui dérisque du coup évidemment significativement cette exploration en fait, d'un point de vue économique. Donc c'est un point qui est important à avoir à l'esprit. Les collections de NFT sont un très bon moyen de créer une communauté. Voilà, je l'ai dit avant. Si on l'a à l'esprit dès le début, dans la façon dont on conçoit et on design les NFT, c'est quelque chose de très puissant. Et puis bien sûr, on a, au-delà des revenus qu'on va générer lors d'une vente, si on décide de faire une vente, on va aussi avoir des revenus récurrents, notamment avec le système des royalties, qui sont vraiment tout à fait naturels aujourd'hui dans le monde des NFT. Et puis on a toute la partie Metaverse qui aujourd'hui, qu'on peut traiter de façon un peu différente, puisqu'en fait, autant les NFT sont dans une logique vraiment de community building, de collection, autant le Metaverse est aujourd'hui beaucoup dans une logique d'activation, où on est sur un moment fort, un moment clé pour une marque qu'on veut marquer, et on va utiliser le Metaverse comme support de cette activation. Et donc, selon le format qu'on choisit, est-ce qu'on est sur du persistant ou de l'activation? Est-ce qu'on est dans un univers compatible Web3, comme Sandbox ou Decentraland, ou pas? On va avoir des économiques différentes. Mais en général, quand on reste dans du pur Web3, on peut avoir un ROI positif là aussi, de la même manière que sur des NFT. C'est ce que Snoop a démontré. Je vous parle de tout ça. En même temps, restons très humbles par rapport à tout ça. On est très, très, très early. On est sans doute l'équivalent de l'an 2000 ou l'année 1999 pour l'Internet.
Quand on compare la taille des marchés par rapport aux virtual goods ou tous les contenus digitaux, on s'en rend bien compte. Et donc on a sans doute encore cette piste de décollage de 10 ans devant nous, 10 ans d'exploration, 10 ans d'innovation, 10 ans de créativité. Tous les formats que je vous ai évoqués là, il reste encore à explorer, il reste à fiabiliser, il reste pour certains à être démontrés. Et il y a encore plein de choses qui ne sont pas du tout sur la carte aujourd'hui, qui vont être inventées. Le secteur avance à une vitesse absolument phénoménale. Et nous, c'est justement ce problème-là à la fois l'immaturité et la complexité qu'on essaye de résoudre lorsqu'on travaille avec des marques, en essayant d'apporter en particulier 3 choses. D'une part, on est une marketplace, curated. Et ça résout beaucoup de problèmes dans le Web3, où on est aujourd'hui dans une impression de noise permanent. Je pense suivre assez bien les sujets Web3 pour être complètement immergé dans le sujet depuis début 2021. Voilà, j'ai atteint la limite des Discord que je pouvais rejoindre. Je suis sur Twitter tout le temps. Et pourtant, il y a des projets que je rate en permanence, des choses que je rate en permanence. Beaucoup trop de choses qui se passent. C'est très, très dur d'exister quand on lance un projet. Et d'ailleurs, les créateurs indépendants s'en rendent malheureusement compte très vite. Si on n'a pas un coup de chance incroyable, si on n'a pas des influencers, si on n'a pas une approche marketing particulière ou une direction artistique complètement dingue, c'est très très dur d'être repéré en fait et d'avoir le succès qu'on mériterait. Nous, on apporte justement avec cette marketplace un safe space où par rapport à des marketplaces agrégateurs comme OpenSea par exemple, on est dans une logique de sélection, de curation. Donc tout ce qui est sur la plateforme, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de scams, malheureusement, dans les NFT, beaucoup de contrefaçons. Il y a beaucoup de litiges en cours aujourd'hui, justement, entre certaines marques de luxe et certains créateurs qui ont exploité sans leurs droits, par exemple, des sacs Birkin. Et donc on est cet espace voilà, safe à la fois pour les collectionneurs et pour les marques. Et l'autre gros pain point qu'on va résoudre pour les marques, ça va être justement cette partie de distribution où on a cette communauté aujourd'hui de collectionneurs qui sont venus sur Exclusible parce qu'ils sont intéressés par le sujet du luxe, de l'affluent lifestyle. Donc ils ont un intérêt pour acheter nos NFT, qui ont du coup cette part d'attention qu'ils vont nous accorder. On peut leur parler en long, en large, en travers des marques qu'on va lancer, de l'historique, de la réflexion et des concepts qui sous-tendent ces différents drops. Et là aussi, c'est une façon d'exister, de maximiser finalement la probabilité d'avoir un succès commercial lors du lancement de ces collections. Et dernièrement, on a une position unique sur le Metaverse et sur les NFT, avec des villas, des îles, des malls qu'on a lancés dans Sandbox, les soirées qu'on fait sur Decentraland. On a cette connaissance-là et c'est très utile, en fait, comme je vous le disais, d'exploiter à la fois le Metaverse pour des activations et le NFT pour réellement avoir une collection et créer une communauté. Faire l'un sans l'autre, parfois, c'est un petit peu manquer une opportunité. Donc c'est un petit peu toutes ces dimensions-là qu'on cherche à creuser avec les marques. Et écoutez, on sera très heureux en tout cas d'avoir avec Léa et Udran qui sont là aujourd'hui, d'avoir des discussions avec vous sur ce sujet si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe?